Bonjour fidèles téléspectateurs, tous les jours quand il sonne 13h, nous nous retrouvons ici pour le journal de la mi-journée. Bienvenue. Vous suivrez dans cette édition les réactions des citoyens sur l'arrestation de Ricky Amadougou, impression basée sur les motifs évoqués par le procureur spécial de la Criette. Lancement ce jeudi 4 mars 2021 à Ouidah de la phase 2 des travaux de construction de la route des pêches. C'était en présence de 4 ministres du gouvernement. Les précisions dans un instant. Et puis le cycle des conférences bilan du programme d'action du gouvernement Talon se poursuit au niveau des Béninois de la diaspora. Le ministre José Didier Tonato a présenté aux milliers d'internautes de la diaspora l'évolution du pays en matière d'aménagement du territoire, d'habitat et d'environnement. Merci de nous préférer pour vous informer. Audience inaugurale à la Cour constitutionnelle ce jeudi 4 mars 2021. Les membres de l'institution ont présenté les nouveaux locaux de la Cour et ses caractéristiques. La cérémonie a connu la présence du ministre de la Justice et de la Législation et du président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Stanislas Satérion nous fait le point ici. Audience inaugurale de la Cour constitutionnelle ce jeudi 4 mars 2021. À cette audience, les 7 sages ont répondu, présents dans leurs différentes auges, mais dans un cadre plus confortable. Une salle d'audience qui peut accueillir plus de 100 personnes. Le joyau est composé des bâtiments réhabilités, ayant chacun des noms précis. En ce qui concerne la rénovation, nous avons 3 bâtiments qui ont été rénovés. Le bâtiment C, de type R+1, plus toiture légère couvrant une superficie d'environ 338 mètres carrés. Ce bâtiment, le plus emblématique de la Cour de ses origines en 1991 à 2020, est chargé d'histoire politique, juridictionnelle et architecturale. Il a eu un pensionnaire très spécial en la personne du général de Gaulle dans les années 40, lequel aurait passé une nuit dans une salle désormais rebaptisée Salle Galerie Charles de Gaulle. L'étape maintenant, ou la phase de la construction du nouveau bâtiment. Le bâtiment B, qui nous abrite actuellement, de type R+3, plus toiture terrasse avec une coque métallique en dessus, en entreprise générale couvrant une superficie d'environ 530 mètres carrés au sol, composé d'un parking de 8 véhicules, des bureaux des conseillers, des bureaux des secrétaires des conseillers, des salles de repos des conseillers, d'une salle d'audience publique. Celle dans laquelle nous nous trouvons présentement est dénommée Salle d'audience Monseigneur Isidore de Souza. Dans son adresse, le ministre de la Justice, Séverin Quenom, a fait savoir qu'il voit un signe probant de la renaissance du Bénin au vu du cadre qui les accueille. Il a salué le travail fait pour la rénovation de la Cour constitutionnelle. Il met en exergue les noms donnés au bâtiment. La présence d'une salle au nom de Monseigneur de Souza, de regrettée mémoire, dans le nouveau bâtiment est une preuve supplémentaire de ce que le mouvement du balancier entre le présent, le passé et le futur s'affirme. Il me semble que le fil d'Ariane des nouvelles tendances jurisprudentielles de la haute juridiction réside dans sa volonté assumée, et c'est à son honneur, d'inscrire le développement intégral de l'homme au cœur des problématiques liées au fonctionnement de nos institutions et au respect des droits de l'homme. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, quant à lui, a réitéré l'entière disponibilité de l'institution à la population. Monsieur le président du Conseil constitutionnel, nous avons suivi et nous en sommes honorés la qualité de l'intervention du Conseil constitutionnel. Et c'est donc tout à fait à notre honneur que vous ayez choisi de vous reposer près de nous, avec nous, et que, en dépit de ce temps de repos, vous ayez accepté d'honorer de votre présence la cérémonie, la présente cérémonie. Inaugurer ces bâtiments en ce début de mars, c'est une réconciliation avec l'histoire. Et je rassure les citoyens de l'accueil de qualité qui leur sera réservé à l'avenir.
la Cour constitutionnelle accomplira, assumera ses missions en tout état de cause. À la fin de l'audience inaugurale, 12 dossiers ont été enregistrés à la Cour constitutionnelle. Il s'agit entre autres des dossiers portant recours sur le parrainage et d'expropriation. La phase 2 des travaux de construction de la route des pêches a été lancée ce jeudi 4 mars 2021 à Ouida. C'était en présence du ministre des Infrastructures et des Transports, de Djek Badji. En allant vers Avlekete, la route sera bitumée avec des ouvrages de franchissement. Suivez le reportage de Diane Christelle Oniodia. 4 ministres du gouvernement, Jean-Michel Abimbola en charge du tourisme et des arts, José Didier Tonato du cadre de vie et du développement durable, Aurélien Agbenossi des affaires étrangères et de la coopération et Hervé Rekome des infrastructures et des transports réunis ici dans la ville de Ouida pour l'activité qui consacre le lancement des travaux de construction de la phase 2 de la route des pêches. Travaux dont la réalisation a été autorisée le 5 février 2020 en Conseil des ministres. La route des pêches et de ses bretelles, la route de l'esclave et la corniche est de Cotonou. Ces 3 projets répondent à un triple objectif de mobilité et de desserte dans la zone côtière, de gestion des aspects environnementaux et de mise en valeur des sites touristiques de la zone côtière entre Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida et Grand Popo. L'objectif principal du projet consiste à aménager et à bitumer un réseau routier pour la desserte des zones touristiques situées à l'ouest de Cotonou, en assurant la continuité avec la première phase du projet jusqu'à la porte du non-retour et au-delà en direction, je dis bien en direction de la bouche du roi. L'achèvement de tous ces travaux dans la ville de Ouida permettra d'améliorer de manière significative les conditions de circulation et d'impulser un nouveau souffle au dynamisme de croissance que connaît notre pays. Occasion pour le maire de la ville de Ouida d'exprimer toute sa gratitude et celle de la population de la dite commune envers le gouvernement. Cet acte majeur présente un triple intérêt. Un intérêt touristique, un intérêt financier et un intérêt social pour nous, fils et filles de Ouida, pour nous, filles et fils du Bénin et pour le monde entier. Par l'acte de ce jour, vous venez de repousser loin les frontières de la misère, de la pauvreté et de l'insécurité pour offrir aux habitants de ces localités plus décentes, une vie plus décente et une vie plus agréable. Hervé Rekome a exhorté la population de la commune de Ouida au respect des prescriptions qui seront données dans le cadre de la circulation aux abords et sur le chantier. Au terme des 36 mois que dureront les travaux, les difficultés de circulation sur cet axe seront conjuguées au passé. Cette cérémonie a connu une forte mobilisation des populations et forces vives de Ouida autour de la délégation gouvernementale conduite par le ministre Hervé Rekome. Hervé Rekome qui a par ailleurs annoncé le lancement officiel des travaux de construction du pont sur le lac Toro et des travaux d'entretien de la route Ouida-Savi. Sachez qu'après la tournée de reddition de comptes du chef de l'État, la Société des aéroports du Bénin a représenté le Bénin sur un mur dénommé Mur de la destination Bénin. Un mur qui regroupe les 77 communes du Bénin et l'objectif est de permettre aux touristes voyageurs d'édifier leurs origines mais aussi et surtout permettre de connaître les différentes communes du Bénin. Voici à quoi ressemble le mur de la destination Bénin. Ce mur imposant coloré se situe aussi bien dans le rôle d'enregistrement qu'à la salle d'embarquement de l'aéroport international Cardinal Bernardin-Ganty de Cotonou. Cette initiative émane de la tournée nationale de reddition de comptes du chef de l'État Patrice Talon. L'initiative nous est venue à travers la tournée de reddition des comptes qu'a initié le président de la République. Donc à travers cette tournée, nous avons juste constaté la richesse culturelle de notre pays. Alors, vous savez, le tourisme pour nous c'est très important, surtout quand on est à l'aéroport. Pour nous, l'aéroport c'est la vitrine. Tout commence par l'aéroport et tout se termine par l'aéroport. Et d'où est venue l'idée donc de représenter donc ces différentes communes du Bénin.
sur un mur pour permettre à nos touristes, à nos voyageurs de s'identifier lors de leur passage par l'aéroport de Cotonou. Déjà, sur le circuit départ, comme vous pouvez l'imaginer, derrière moi, et également après le contrôle immigration, nous avons donc décoré nos murs. Avec son caractère attrayant, ce mur retient l'attention des voyageurs, des touristes qui n'hésitent pas à le contempler. C'est le cas de ce touriste indien qui promet de revenir au Bénin pour visiter la commune de Savalo. Which area have you visited in Benin? Cotonou. Ok. Visiter le Bénin pour faire quelques affaires. Je suis resté à Missebo, mais je peux vous dire que Cotonou est très joli et attirant et je vais encore revenir. Pour mon prochain séjour, je vais visiter Savalo pour acheter des cajous. Avec la mise en service de ce mur, regroupant les faunes et les fleurs des 77 communes du Bénin, des retours satisfaisants s'enregistrent déjà de la part des visiteurs, confirme Armand Menjo, responsable client commerce marketing de l'aéroport de Cotonou. Nous avons des retours très positifs. Et déjà, ce qui nous épate, c'est que quand vous écoutez les passagers, voilà, les gens s'identifient à travers des endroits qu'ils ont eu à visiter et des endroits qui restent à visiter. Et donc pour nous, c'est une très bonne expérience. Ça veut dire que les gens vont encore revenir à nouveau et c'est de ça que nous avons besoin. Le mur de la destination Bénin révèle les atouts touristiques du pays. Sur le mur, chaque commune est représentée par ses atouts naturels. Les agents de collectivités locales du Bénin en savent désormais davantage sur les notions relatives à la déclaration et le paiement des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. C'est à la faveur d'un séminaire de formation initié ce jeudi 4 mars 2021 à leur intention. Aziz Achamou et Douakapo. La déclaration et le paiement des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS par les collectivités locales. C'est le thème qui focalise les attentions à cette séance de sensibilisation. Le régime béninois de sécurité sociale, la déclaration et le paiement des cotisations sociales à la CNSS, puis l'appurement des comptes des collectivités locales sont entre autres les trois communications reçues par les participants présents à ce séminaire de formation et d'information animé par les cadres de cette structure. Pour le directeur général de la CNSS, la tenue de la présente rencontre se justifie par plusieurs motifs, des motifs qui ont tout leur sens selon l'autorité. La rencontre de ce jour n'est pas fortuite. Les collectivités locales utilisent, à côté des agents de l'État, du personnel régi par les dispositions du Code du travail. À ce titre, il pèse sur elles des obligations légales de déclaration et de paiement des cotisations de sécurité sociale, mais aussi de production des listes nominatives au soutien des déclarations souscrites. Force est de constater que les collectivités locales ne remplissent pas toujours leurs obligations. Cet état de fait expose les travailleurs aux risques sociaux et les empêche de jouir pleinement de la protection sociale qui est à eux par le régime général de sécurité sociale. Au regard des tracasseries que subissent le plus souvent les agents des collectivités locales lors de leur retraite, le gouvernement a voulu corriger le tir via les réformes engagées au sein de cette structure, ce qui réjouit à plus d'un titre le représentant de la mairie de Cotonou. Les agents des collectivités locales souffrent le martyre dès lors qu'ils font valoir leurs droits à une pension de retraite. Les agents retraités des collectivités locales souhaiteraient, une fois admis à la retraite, qu'ils puissent jouir de leur pension comme les autres agents de l'État. Vous comprenez alors l'importance de cette réforme actuellement entreprise au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale qui voudrait désormais que les déclarations soient souscrites en ligne. Donc le séminaire de ce matin est vraiment venu à point nommé. Plusieurs panels vont meubler les travaux au cours de cette rencontre qui réunit plusieurs participants venus des différentes contrées du pays. Il s'agira pour nous de discuter des questions liées au processus de déclaration et de paiement des cotisations sociales à la CNSS et surtout de la question de la production des déclarations nominatives parce que c'est à partir de cette déclaration qu'on a le détail
on peut retracer la vie professionnelle d'un salarié, aussi bien en termes de durée d'activité que de salaire perçu. L'objectif de la Caisse nationale de sécurité sociale en initiant ce présent séminaire vise entre autres à améliorer les relations entre la CNSS et les collectivités locales, définir les modalités d'appurement de vos comptes cotisants dans nos livres et enfin définir d'un commun accord les modalités de paiement des arriérés de cotisation sociale. Rappelons que la CNSS est régie depuis le 11 février 2013 par le décret numéro 2013-50 portant la liste des maladies professionnelles et ses annexes en République du Bénin. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a tenu un point de presse ce jeudi 4 mars 2021 pour dévoiler à l'opinion publique les motifs de l'arrestation de Rekia Madougou, candidate recalée à la présidentielle du 11 avril 2021. On suit la déclaration de Mario Metonou. Il est au micro de Moro Fabiola Boussari de Prudence Koussouran. Le 3 mars 2021, vers 19h, Madame Rekia Madougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressée avait été gravement mise en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mamatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. À l'étape actuelle, les faits ainsi qu'ils ressortent de la procédure d'enquête se présentent comme suit. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rekia Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021 vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Rekia Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mamatouré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le maître d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel Ibrahim Mamatouré accepte la mission. Les deux mises en cause définissent les modalités de la première opération avant de s'accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Georges Saka au colonel Ibrahim Mamatouré dans la journée du vendredi 26 février 2021, un peu avant 11h. Juste après la remise des fonds, les deux individus sont interpellés par la police républicaine. De l'aveu du colonel Mamatouré chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Mme Rekia Madougou. C'est ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans la journée d'hier et dans le cadre de l'enquête en cours. Il faut rappeler que l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, lorsqu'elle a pour but de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire, ou s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, est qualifié de terrorisme par les articles 161, 162 et 163 de notre code pénal. Et au lendemain de ce point de presse animé par Mario Metonou, procureur spécial de la criette, des citoyens de Cotonou se sont prononcés sur des faits reprochés à la mise en cause. On les écoute ici sur des propos recueillis par une équipe de la rédaction. Nous prônons la paix dans notre pays. Le mot maître aujourd'hui, c'est la paix. Nous
Nous allons aux élections présidentielles du 11 avril 2021. Le processus suit son cours. Et vous savez, Brikia Madougou est une candidate recalée. Étant donné qu'elle est recalée, il y a les voies de recours. Et elle sait très bien que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Elle est allée trop vite en besogne. De par ses responsabilités, il lui est conféré même le titre de diplomate. Donc, elle ne devait plus se livrer à certaines déclarations qui vont révolter le peuple et qui vont révolter aussi bien les dirigeants actuels. La justice est en train de faire son travail. Il faut ce qu'on appelle le minimum de respect à l'autorité. Il faut que dans notre pays, l'autorité soit respectée. Et ça nous manque beaucoup. Les propos, non, disons-nous la vérité en face. Vous voulez animer une conférence ou bien un congrès, je ne sais pas, mais la parole n'est pas encore donnée aux candidats et à plus forte raison, vous êtes recalés. Et vous savez, je regrette. Moi, Nestor Abonnemanegbe, je regrette. Mais qui l'a conseillé à se lancer comme ça? Ce que monsieur le procureur Métoyon a fait, il est dans son droit. Et ce que notre soeur Madougou est en train de faire, ce n'est pas du tout normal. Parce que nous tous, on est des Béninois. Donc, moi, je la conseille, si c'est quelqu'un qui la pousse, elle n'a qu'à se ressaisir. Parce que le pays n'est plus comme avant. Il n'y a plus de désordre. Il y a une fermeture. Elle est candidate, elle a été reculée. Elle doit rester là où on l'a mis. Au Bénin, nous, on veut la paix. C'est la paix. Je voudrais, suite aux derniers événements, appeler tout simplement tous les Béninois au calme, tous les Béninois à la sérénité, tous les Béninois à se revêtir des vertus de paix, qui est d'abord un comportement. Et je pense que nous devons tous, quelles que soient nos motivations, justifiées ou non justifiées, garder notre sérénité et faire confiance aux institutions de la République. Et tout se passera bien. On finit cette édition de journal par une conférence bilan du programme d'action du gouvernement Talon. Au niveau des Béninois de la diaspora, le cycle de ces conférences bilan se poursuit. Et grâce à l'initiative de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin. Après l'énergie électrique avec le ministre Jean-Claude Oussou, c'était au tour dimanche dernier du ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, José Didier Tonato, de présenter aux milliers d'internautes de la diaspora l'évolution de notre pays en matière d'aménagement du territoire, d'habitat et d'environnement avec la clé d'assainissement d'environ 2000 milliards au cours des 5 ans suivants. Le protocole de ces rencontres distancielles et à succès de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin est désormais bien huilé. Après l'introduction du modérateur, le mot de bienvenue des organisateurs. Monsieur le ministre, la nouvelle génération de la diaspora béninoise rassure quant à sa capacité d'opérer des mutations. Bon nombre se sont formés un peu partout dans le monde, sont donc plus ouverts, moins complexés, plus rationnels, mais aussi et surtout pleinement conscients de la gravité des problèmes du Bénin et de l'urgence de leur apporter de réelles solutions. C'est pour ça, Monsieur le ministre, nous avons souhaité être avec vous ce soir, vous écouter, partager avec vous 5 années d'expérience qui, nous supposons, ont été palpitantes. La CNDDB est vraiment heureuse d'échanger avec vous
et souhaite un bon succès aux discussions que nous aurons ensemble ce soir pour construire ensemble notre pays, le Bénin. Je vous remercie. Puis, le directeur de la communication de la présidence de la République précise le contexte de la politique sectorielle. Le domaine du cadre de vie et du développement durable est apparu dès le départ de l'action du président Talon et de son gouvernement comme l'un des secteurs les plus sensibles parce qu'il y avait beaucoup à faire pour réorganiser notre façon de vivre en communauté, donner une nouvelle dynamique à nos villes pour en faire des espaces de vie attrayants, agréables, et cela a nécessité des actions d'envergure. Et au conférencier principal de prendre la parole pour un exposé quasi détaillé des actions réalisées dans son périmètre. Le cadre de vie, en effet, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'habitat et tout le volet construction. C'est également les villes, développement urbain, la ville durable. C'est l'environnement dans toutes ces thématiques changement climatique, biodiversité et désertification. Et c'est enfin le développement forestier, les eaux-forêts et la gestion des aires protégées. Vous savez qu'au Bénin, nous avons aujourd'hui la plus grande aire protégée de l'Afrique de l'Ouest, qui est la Pendjari, auquel est adossé le parc W, qui fait lui-même partie du grand complexe WAP, W, Pendjari, Arli, qui est au Burkina Faso. Ici, le périmètre constitue l'un des pôles aux résultats les plus tangibles du programme d'action du gouvernement. Et quand vous envoyez vos questions dans la messagerie, veillez à bien la formuler, relisez correctement avant de valider. Parce que nous, dans l'émission, nous allons lire vos questions pour que le ministre puisse y répondre. Depuis 2016 à 2021, le secteur du cadre de vie et du développement durable a bénéficié de près de 2000 milliards d'investissements sur la période 2016 à 2021. À la date d'aujourd'hui, le chiffre que j'ai, c'est 1864 milliards. Et vous avez dû suivre que il y a 3 semaines, le marché de la cité ministérielle a été passé à près de 75 milliards. Donc ça continue et les 1864 milliards dont je parle là sont déjà dépassés. Nous sommes autour de 2000 milliards qui avaient d'ailleurs été annoncés lors du lancement du PAG pour le secteur du cadre de vie et du développement durable. Vous êtes d'accord que ce soit dans le public ou le privé, le secteur du cadre de vie est le secteur de la visibilité de l'action gouvernementale. Il a fallu attaquer des temps concrets des problèmes que nous avons pour proposer des solutions pratiques. La réalité de ces chiffres se trouve dans un vaste programme immobilier de construction de logements sociaux dans tout le pays, la construction d'une cité ministérielle et administrative, des sièges des institutions, dont le nouveau siège de l'Assemblée nationale, la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine dans 9 villes à travers l'asphaltage, pour ne citer que ces œuvres. Incontestablement, le périmètre du cadre de vie figure en bonne place dans le bilan du quinquennat qui s'achève. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. La rédaction vous donne rendez-vous à 19h pour l'autre grand format de l'actualité. Bonne suite de journée en notre compagnie.